On fait 36 millions de revenus récurrents, donc d'ARR. On fait 25% de croissance et 10% d'EBITDA. Qu'est-ce qui vous a permis d'y aller aussi vite, aussi fort, aussi bien? Gérer ces trois choses, c'est les bons. Je me souviens qu'à l'époque, vous étiez passé de 8 à 15 millions de CA en un an. Tu proposes cette lecture de la crise comme étant un état permanent. Parce qu'en fait, dès que ça va bien, on va aller prendre des risques. Quand la boîte va trop bien, c'est qu'on va pas assez vite. Comment vas-tu? Très bien, très bien. On s'était parlé en 2022, donc ça remonte, ça fait littéralement 2 ans. Entre-temps, vous avez x100, non? Un truc comme ça? Oh, on n'a pas fait x100, mais on a bien progressé sur plein d'aspects. Les 3 dernières années, je pense que comme pour beaucoup de sociétés tech, ça a été, disons, plus challengeant sur plein d'aspects, mais on a continué à avoir une bonne croissance et on est content du chemin parcouru depuis la dernière fois on s'est parlé. Je me souviens qu'à l'époque, vous étiez passé de 8 à 15 millions de CA en un an. C'était votre trend. Là, actuellement, vous êtes à combien en termes de chiffres, grosso modo, de façon très synthétique? En gros, on fait 36 millions de revenus récurrents, donc d'ARR. Cette année, on est environ à 20% de croissance, donc on est en plus faible croissance qu'à l'époque. Par contre, on est content parce qu'on partait de loin en termes de rentabilité. Partout, ça a été rentable jusqu'à 6 millions de revenus récurrents. Et donc, quand on s'était parlé, tu vois, de 8 à 15, on s'était un peu mis dans le rouge en termes de rentabilité. Et là, on est revenu pour la Q1 2025 sur quelque chose de plus équilibré. On a atteint la rentabilité sur Q1. Et donc, on a fait un peu une phase, je pense qu'il faut voir la croissance et la renta comme un peu deux vases communicants. Et si tu veux croître plus vite, parfois tu te mets un peu plus dans le rouge en termes de rentabilité. Et inversement, quand tu essayes de revenir à un état plus équilibré, tu es obligé de ralentir un peu sur la croissance. Et c'est ça qu'on essaie de gérer sur le long terme. Et vous avez fait un levier, c'est ça, à l'époque? Ouais, en gros, nous, on a pris de la dette auprès de notre actionnaire majoritaire. Et l'idée, c'était de financer la croissance avec de la dette. C'est pas de la dette qu'on rembourse, c'est la dette qu'on rembourse à terme. On la rembourse pas en continu, ce qui permet aussi d'atteindre la rentabilité, mais pas avoir à générer assez d'EBITDA pour rembourser ta dette. Et donc, c'est plutôt agréable, c'est plutôt la dette PIK, comme on appelle. Ok, ça c'est le gros danger et le gros truc piégeux avec la dette, c'est quand ça vient t'écraser dans ta renta, quand ça vient ponctionner une bonne partie de ton EBITDA, effectivement, ce qui te permet à court terme de financer ta croissance et ce qui t'empêche de la financer à moyen long terme, quoi. Donc un petit peu problématique. Donc vous avez négocié un deal qui te permet de la négocier à long terme finalement, et donc de pas t'écraser là-dessous, quoi. Exactement, donc on n'a pas le poids de la dette. Et là, le but, c'est de s'arrêter de tirer plus de dettes et d'être vraiment dans une logique où on équilibre croissance et profitabilité, rentabilité. On dit maintenant équilibre financier parce que les gens, je pense, sont un peu traumatisés du terme rentabilité. On a l'impression qu'on veut rendre de l'argent à l'actionnaire alors qu'on est plutôt équilibre financier qui signifierait plus avoir des revenus qui sont égaux aux dépenses. Ce qui est un peu plus logique à comprendre pour tout le monde, que c'est l'état normal de toute société. Alors que rentabilité, on a l'impression qu'on va verser des dividendes aux actionnaires et ça engage moins les gens. Donc, notamment sur les termes qu'on utilise, je pense que ça peut changer aussi les perceptions de pourquoi on fait les choses. Le gros actionnaire avec le gros chapeau et le gros cigare, quoi. Exactement, c'est pas la réalité du truc. La réalité, c'est plutôt de se dire comment on fait pour avoir une boîte qui est pérenne dans le temps, qui est équilibrée et qui ne grandit pas trop par à coup. Et vous êtes combien là? On est 350. À l'époque, vous aviez pas passé la barre des 100, dans mon souvenir. C'est possible. On a fait une accélération assez forte en 2022 où on est passé de 200 à 400 sur l'année, tu vois. Donc on a fait 250 à 350, enfin bref, un truc un peu violent où on a eu beaucoup de gens qui sont arrivés la même année. Et je pense que quand tu es en phase de très forte croissance, tu te focalises beaucoup sur le volume, c'est-à-dire le nombre de personnes. Et nous, on a un business où tu as un nombre de commerciaux fois tes objectifs commerciaux et ta performance qui te donne tes revenus en croissance. Et on a grandi aussi beaucoup par recrutement parce que c'était ça qui drivait la croissance. Et donc, pour grandir plus vite, on a recruté plus vite. Et on est passé en partir de 2023 sur une logique où, à plus long terme, une fois que tu as beaucoup de monde, tu es obligé d'augmenter la performance. Et donc là, tu vas être plus chercher sur la qualité, augmenter la performance de tes commerciaux, augmenter l'efficacité de tes équipes. Et ça, c'était plutôt les phases 2023-2024 et dans laquelle on est encore aujourd'hui, où on a arrêté d'augmenter les effectifs. Par contre, on essaie de se focaliser sur combien de milliers d'euros un commercial peut signer par an, combien peut gérer un customer success, comment on automatise certaines choses, ce genre de choses. Bon, je pense que tu l'as compris là, on va envoyer un max de valeur et d'infos dans cette vidéo. Le truc, c'est que apprendre des choses, c'est cool, mais les appliquer pour générer des vrais résultats, c'est encore mieux. Et c'est pour ça qu'on a pensé à toi. On t'a compilé une note de lecture, une fiche de lecture ultra actionnable, ultra concrète, ultra concise, avec à chaque fois, tu verras pour chaque partie des checklists concrètes. Tu as juste des cases à cocher en fait pour aller chercher les résultats correspondants. C'est directement en description de la vidéo. Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien, remplir un petit formulaire et en plus d'accéder sur nos archives donc à la note de lecture correspondante, tu vas accéder à plein d'autres contenus, toujours très actionnables, toujours le plus chargé en valeur possible. Bref, je t'embête pas plus longtemps, on reprend la vidéo. C'est le gros piège, on est tombé dedans aussi et on voit tellement de boîtes tomber dedans. C'est le piège classique application de la loi de Goodhart où tu optimises pour
le headcount, tu optimises pour le nombre de personnes que constitue ton équipe. Et finalement, bah, tu as deux indicateurs qui s'effondrent, c'est ta densité de talent et ton revenu par employé, en fait. Ouais. Comment comment vous êtes rendu compte de cet écueil-là, vous concernant, et comment est-ce que vous avez redressé la barre? Bah, je pense que tout le monde s'en est un peu. En fait, c'est justement l'idée des crises de manière générale, c'est que, en fait, quand il y a des crises économiques externes, et c'est ce qui s'est passé à partir de mai-juin 2022, où Y Combinator a commencé à annoncer que rien ne serait plus comme avant, etc. En fait, les crises sont révélateurs des problématiques que tu as et qui sont sous-jacentes, que tu ne vois pas parce que justement elles sont un peu mises sous le tapis au regard de la croissance. Et donc, en fait, tu réalises au moment où bah, tu dois te reposer et refaire un truc un peu plus propre. Et là, on s'est dit, OK, c'est pas catastrophique, mais ça dévie un peu quand même. Et on va regarder chacun des KPI. La notion de densité de talent, c'est un sujet qui est clé, mais ça peut être un peu perçu voilà, comme noter les gens et tout. Donc, c'est pas le sujet qu'on a le plus regardé. On a regardé plutôt les KPI financiers qui sont là objectifs. Et tu l'as dit, tu as pas mal de KPI qui vont regarder. Tu as les questions de perf. Nous, on a regardé beaucoup les sujets de CAC. Coût d'acquisition. Alors, pas très très précisément, mais en fait, on se rendait compte que de manière générale, ton coût d'acquisition, plus tu crois vite, plus ton coût d'acquisition augmente parce que tu vas chercher des nouveaux pays, tu vas chercher des nouvelles cibles. Puis les premiers qui t'a signé, bah, c'était ceux qui correspondaient le plus à ton product market fit, mais plus tu vas chercher un peu de nouveaux deals, plus ton CAC peut augmenter. Et nous, on est présent dans plein de pays. On est en Espagne, en Italie, en Amérique latine, au Moyen-Orient, etc. Et dans cette croissance, c'est le CAC qui a augmenté. Et de manière générale, après, tu as plein de concepts, notamment que j'explique dans le livre, qui sont des questions de marge contributive 1, marge contributive 2. Et dès que tu commences à te poser sur tes enjeux financiers, bah, tu dois regarder tous les aspects de ton PNL, donc de ton compte de résultats, regarder chacun des chiffres. Et quand tu arrives à des dizaines de millions, c'est pas une ça se gère pas en disant ok bah là je vais me baisser mon salaire pour essayer de passer la barre. Ça se gère c'est je vais pas dire un paquebot, mais c'est plus quelque chose qui se gère à horizon 1-2 ans. À chaque fois que tu fais quelque chose, tu vois les résultats plus tard. Et donc on a fait pas mal d'optimisation, même des sujets de pricing qu'on a essayé de gérer, d'essayer d'améliorer le pricing en ciblant certaines parties de notre ICP, ce genre de choses. Ok. Et c'est quoi les métriques financières que tu regardes principalement? Si tu devais en choisir quelques-unes là, celles qui te sont les plus efficaces dans ton pilotage, c'est quoi? Tu m'as parlé du Ah, CAC, ouais, coût en gros, d'acquisition. en fait, pour nous, tu as trois grands, et je pense que pour beaucoup de gens, tu as trois grandes lignes. Tu as les revenus, ensuite l'EBITDA et ensuite le cash. Et ces trois niveaux de maturité, quand tu es une jeune boîte, tu vas regarder que tes revenus. Donc là, tu vas regarder soit l'ARR, soit la partie plus chiffre d'affaires. Donc, je ne vais pas rentrer dans la différence entre ARR et chiffre d'affaires, mais tu vas regarder en gros ta top line, c'est-à-dire ce que tu fais en chiffres. Là, il faut regarder ta marge brute, c'est-à-dire partout où on a la chance de ne pas avoir de gros coûts qu'on paye par rapport à notre produit. C'est-à-dire que 95%, 97% de nos coûts sont liés au salaire et aux people. Et donc, il n'y avait pas ça à optimiser. Donc, le premier truc à regarder, c'est un peu tes revenus. Le deuxième, c'est la partie rentabilité. Donc, sur la partie rentabilité, tu as différents indicateurs. Le premier, c'est ton coût d'acquisition, comme tu l'as dit. Tu vas regarder aussi la partie churn. C'est le nombre de clients qui partent chaque année par rapport à ce que tu avais avant. Tu as un autre concept qui s'appelle le NRR, Net Retention Rate. Donc, c'est en gros, tu prends ta cohorte, donc ta base de clients, tu vas baisser du churn et tu vas augmenter tes upsells. Et ça va, si tu as 100 cas de clients et que tu perds 10 cas, ça te fait 90. Et si tu upsell 20 cas, ça te fait 110. Ben, ton NRR, Net Retention Rate, va être de 110%. On va regarder ça. Après, on va regarder les questions de marge contributive. C'est un peu compliqué à tout expliquer maintenant, mais en gros, c'est tu vas prendre tes revenus, tu vas retirer ce que ça te coûte en termes de people pour gérer tes clients. Et ensuite, tu vas retirer le coût d'acquisition. Ensuite, tu vas retirer tous les autres coûts transverses. Donc, revenu d'un côté, rentabilité de l'autre. Et après, tu as un troisième sujet qu'on a vu plus tardivement, et je pense qu'il est très important, notamment en période de crise économique, c'est le cash. Et les gens ont tendance à croire qu'il y a un lien direct et évident entre l'EBITDA et le cash. La réalité, c'est que ce lien, il peut être amélioré. Enfin, tu peux optimiser ton EBITDA to cash, c'est-à-dire à quel point ta rentabilité se transforme en cash pour l'entreprise. Et ça passe par plein de choses, notamment à quelle vitesse tes clients te payent. Est-ce que tu as des poches d'argent qui peuvent être à différents endroits? Donc, on avait de l'argent, ça peut être de l'argent qui est, tu vois, tu as une caution pour ton immeuble. Ça peut être de l'argent, nous, qui était bloqué au Mexique parce qu'on avait du mal à la rapatrier, parce qu'elle était dans notre filiale. Ça peut être aussi des clients qui t'ont pas payé depuis un moment et quand l'économie se tend, le cash est plus difficile à aller chercher. Ça peut aussi être des mauvais payeurs dans certains pays. C'est une des raisons pour laquelle on a fermé l'Inde parce qu'on avait beaucoup de mauvais payeurs là-bas. C'était compliqué de faire revenir l'argent. Donc, voilà, si je devais vraiment simplifier, je dirais que pour n'importe quel entrepreneur, tu commences par regarder tes revenus, ensuite tu regardes ta renta, et puis quand ça se durcit, tu regardes ton cash. Et après, tu as énormément de KPI à suivre. Sur la partie cash, tu vois, tu as des notions de DSO, le nombre de jours, par exemple, les modalités de paiement, en plein d'aspects. Est-ce que tu te fais payer 100% à la commande? Quelle est la part de tes clients qui te payent 100% à la commande? Est-ce que tu te fais payer mensuellement? Et tout ça,
en fait, chaque grand KPI comme ton suivi de ton cash, il va se décliner en plein de KPI et tous ces KPI, ça va être des leviers d'action que tu vas mettre en place ensuite opérationnellement. Et ça a été vraiment le sujet, je pense, de 2024. Ça a été de regarder tous ces KPI, notamment des bidas to cash, et d'essayer de les améliorer. Et à la fin, ça te fait en gros directement plus d'argent dans ta boîte et donc t'as un matelas qui est supérieur, t'as moins de stress à la fin de chaque mois, etc. Donc c'est important. Parce que tu as 3 gros postes de dépenses, en fait, finalement, qui vont impacter ta renta. C'est effectivement le CAC, le cost of delivering goods, c'est-à-dire combien ça te coûte pour délivrer, finalement. Ouais, Et après, tu as toutes les fonctions opérationnelles. transverse, ouais. Et dedans, tu mets moi je mets 4, mais tu peux mettre 3, et dedans, tu mets tes devs, ce qui te permet de construire ton produit, et tes RH, tes finances, etc. Mais oui, en effet, t'as 3 gros blocs. C'est les mecs qui vendent, les gens qui gèrent tes clients et les gens qui font tout le reste et qui font ton produit. Et en gros, la marge contributive 1, c'est quand tu retires les gens qui gèrent tes clients. Donc si ta marge contributive 1, c'est-à-dire le fait que toi tu vends un truc et après de le gérer, elle n'est pas d'un certain pourcentage, en fait ça veut dire que tu n'es même pas rentable, même en enlevant tes coûts d'acquisition. Donc c'est très 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 problématique. Donc il faut avoir une marge contributive 1, ta marge contributive qui soit importante, qui va te permettre de payer ensuite tes sales, et ensuite il faut qu'il te reste de l'argent pour payer tes développeurs, tes RH, tes opérations. Et tu regardes pour chaque, en fait, nous ce qu'on a fait, c'est que pour chaque ligne de business, tu dois avoir un PNL, donc un compte de résultat, et savoir, ok, en Amérique latine, j'ai combien de sales, j'ai combien de customer success, quelle est ma marge contributive 1, quelle est ma marge contributive 2, et qu'est-ce qui me reste à la fin pour payer les coûts centraux, à savoir ma tech, à savoir mes RH, à savoir mes bureaux, etc. Et après, une autre stratégie, c'est d'allouer ces coûts centraux avec des clés d'allocation. Donc tu dis, ok, sur mes 15 millions de coûts de dev, de tech, ou 10 millions, qu'est-ce que j'alloue à chaque pays et quelles sont mes clés d'allocation. Et donc, pour faire simple, je pense que dès que tu commences à grandir, il faut analyser ton business comme des petites entreprises et regarder si chaque business est lui-même un peu rentable ou pas, et est-ce qu'il est un peu en croissance ou pas. Donc, par exemple, nous, on sait qu'en France, sur la partie grand compte, on fait 25% de croissance et 10% d'EBITDA. Donc, c'est dans ces ordres-là. Et donc, c'est un business qui est hyper sain. À côté de ça, on a d'autres business, notamment l'expansion à l'international, où on sait qu'on n'est pas rentable, même si la croissance est forte, on n'est pas rentable, et le business peut être remis en cause. On peut se poser la question, est-ce qu'il y a ce qu'on appelle le path to profitability, c'est-à-dire est-ce qu'on a un moyen d'arriver à la profitabilité dans les 3 prochaines années. Et ce qu'on a fait en gros pendant tous ces 2 ans, c'est de regarder chacun de nos géographies, chacun de nos marchés de taille de compte aussi, parce qu'on est sur les petits commerçants et les grands comptes. Ça, c'est aussi une particularité de partout, sur chacune de nos cibles, et de pouvoir ensuite se dire, est-ce que c'est plutôt des business dans lesquels on croit pour améliorer notre renta, ou c'est des leviers de croissance pour le futur. Et c'est un peu, les matrices BCG, la matrice où tu dis croissance, rentabilité versus croissance, ou rentabilité versus potentiel, et tu prends chacune de tes sous-métiers ou de tes sous-business units et tu essaies de les mapper là-dessus. C'est de la modélisation, finalement, c'est-à-dire que tu vas formuler différentes hypothèses potentielles et tu vas y appliquer différents modèles, comme tu l'as dit, différents modèles distributifs pour voir un petit peu, si tu distribues le cash dans cet ordre-là plutôt que dans celui-ci, qu'est-ce que ça donne, in fine, etc. Et finalement, c'est tout un travail de prospective, quoi. Et ouais, en fait, il faut imaginer exactement. Il faut imaginer que tu as, disons, X milliers ou millions d'euros à dépenser. Et la question, c'est pas est-ce que ça vaut de le dépenser dans A, B, C, c'est est-ce qu'il vaut mieux, tu vois. C'est pas est-ce que ça va me rapporter, parce que potentiellement tout peut te rapporter, mais il faut faire un pool de cash limité. Et la question, c'est dans lesquels tu crois le plus, en prenant à la fois des dimensions de rentabilité, des dimensions de croissance et des dimensions stratégiques. Et c'est pour ça que tu dois choisir, dans des périodes plus difficiles, de fermer des lignes de business, parce que si tu mets un peu d'argent partout, en fait, ça marchera jamais et rien ne marchera. Alors que si tu fais des choix et tu essaies de te focaliser sur ce qui a le plus de potentiel, c'est là où tu vas pouvoir sortir une belle boîte. Trop bien. Et alors, j'adorerais pouvoir jouer mon Laurent Ruquier et brandir le livre. Le fait est que je l'ai lu, mais qu'il n'est pas encore sorti en dur. Là, il sort demain. Je l'ai pris ici, mais Excellent. Là, tu fais ce que j'aurais aimé faire. mais genre, ouais, il n'est pas encore sorti, il sort dans quelques jours, et ça a été. Je suis content, ça a été beaucoup de travail. Alors, avant qu'on en parle, petite question préalable. Comment tu fais pour gérer une boîte de 350 personnes et avoir le temps d'écrire 2 livres en 2 ans? En vraie question. Ouais, il y a plusieurs choses. Déjà, je distingue pas trop l'écriture de mon travail. C'est-à-dire que quand j'écris, c'est en partie pour réfléchir à ce qu'on fait chez Partout. Donc ça, c'est un premier truc. C'est-à-dire que plutôt que d'écrire, plutôt que de réfléchir et d'écrire sur une feuille de papier, j'écris ce que je pense, mais directement en me disant que ça va faire un livre. Donc le livre, c'est des réflexions qu'on a eues, et tu vois, il y a plein d'aspects dans le bouquin qui sont des réflexions sur le cash qu'on a eu avec les équipes financières, etc. Et donc ça me permet de remettre à plat et de simplifier ce que
j'avais cru comprendre et essayer de me dire est-ce que je l'ai bien compris en essayant de l'expliquer. Donc un premier truc, c'est que je dissocie pas mon travail de l'écriture parce que voilà, ça fait partie du truc. La deuxième, c'est aussi un truc que j'aime beaucoup faire et donc je peux le faire quand je suis dans le train pour aller en vacances ou le matin tôt parce que c'est un peu comme une passion. Je trouve ça intéressant d'écrire et c'est vrai que si j'aime bien écrire, je pourrais écrire un roman, mais je pense que je ne ferai pas un très, très bon roman, donc j'écris sur ce que je connais, c'est-à-dire mon métier au quotidien, à savoir gérer une boîte. Donc ça, c'est le deuxième truc, c'est que j'aime bien ça. Et le troisième, c'est que je suis partout, on est deux à gérer la boîte. Il y a mon associé Thibault Lévy-Martin et on est deux co-CEO, donc c'est un modèle sur lequel j'ai beaucoup déjà parlé, mais concrètement, un des avantages, c'est qu'on a aussi la possibilité d'avoir un petit peu de temps pour nous pour faire des choses à côté qu'on pense apporter de la valeur à l'entreprise sans forcément être directement relié. Et ça peut être notamment écrire, ça peut être des podcasts comme on est en train de faire, mais ça peut être plein d'autres choses qui, on pense, peuvent apporter la valeur indirecte à partout. Et justement, avoir cette approche d'apporter de la valeur indirecte, parfois les CEO ils sont très focalisés sur leur métier au quotidien. Et le fait d'être deux, parfois, nous permet de prendre du temps pour des choses qui nous tiennent à cœur et qui ne sont pas directement liées à notre activité du quotidien. Là, ce modèle en co-CEO, CEO justement, pardon. Ouais. Quelle est la différence, par exemple, avec un binôme CEO au quotidien et en termes de rôle? Franchement, en fait, c'est juste une question de posture et tu pourrais dire que, Thibaut, il est fondateur, CEO, moi je suis plutôt CEO, mais la réalité, c'est qu'en fait, quand on prend les décisions, on les prend énormément à 2, OK. et que tu as plus un pied d'égalité dans la manière dont on se conçoit, l'apport de l'autre. Donc je pense que c'est plus ce niveau-là, alors qu'un CEO, tu vas vraiment, déjà, tu vas avoir un scope, beaucoup plus restreint. Si tu es CEO, tu vas pas gérer des équipes commerciales, donc c'est aussi l'étendue du scope que je gère et que Thibaut gère. OK. Donc ça permet aussi un certain, non seulement une transversalité dans les prises de décision et une égalité hiérarchique, ça permet aussi un certain dynamisme Ouais. qui vous permet de faire évoluer vos rôles en fonction de vos enjeux et qui fait que demain, effectivement, tu peux prendre un petit peu plus le rôle de CEO temporairement quand justement tu es en train de. Tu as une crise à gérer, wink wink. La réalité, c'est que, tu vois, j'ai fait directeur marketing pendant 7 mois à temps partiel et ensuite j'ai aidé la partie customer success pendant 6 mois. Parce qu'en fait, forcément, tu as des moments où tu as des directions qui démissionnent ou qui partent et tu as le temps que tu trouves quelqu'un, tu dois reprendre l'équipe, faire la transition. Ça arrive parfois, ou alors tu as une équipe qui est un peu plus en difficulté, qui doit refaire sa strat. Donc nous, on est vraiment, tu as une stratégie, une manière de fonctionner qui est à la fois de regarder le long terme et la vision de partout. Et tu as aussi un truc qui est important dans la manière dont on fonctionne avec Thibaut, c'est d'aller un peu avec les équipes sur certains sujets au moment où il y a des enjeux opérationnels, que ce soit sur les ops, sur la finance, sur le marketing, sur le customer success, sur le support. Et ça nous permet, nous, d'être un peu plus proche des réalités opérationnelles que ce que tu peux être, je pense, quand tu es 100% sur les sujets de vision et que tu as moins de temps pour dire ok, allez, pendant 6 mois là je vais aller avec l'équipe marketing et ça va représenter 30% de mon temps, tu vois. Ça, c'est impossible à faire quand tu es tout seul. Et moi, c'est des choses que j'aime bien parce que après ça te donne une coloration dans tes réflexions qui sont aussi, tu vois, j'ai vu ce qui se passait sur ce sujet là, et donc quand je prends une décision, je suis un peu plus éclairé sur ces réalités opérationnelles et stratégiques d'une seule BU. Alors que si j'étais juste COO par exemple, je pourrais pas faire 30% de direction marketing, je pourrais pas prendre ces sujets transverses, j'aurais pas cette vue plus globale de l'entreprise. Et je pense que c'est ça qui fait la différence aussi. On va parler extensivement un peu plus tard dans l'échange là du scale parce que c'était le thème de ton premier livre et, livre dont je recommande la lecture à tout le monde et dont j'ai très Bien. très vivement recommandé la lecture à mes deux cofondateurs parce que c'est objectivement une des lectures les plus complètes que j'ai pu faire sur ce sujet-là du scale. Et donc, vraiment, grosse recommandation et très objectif pour le coup. Et Dieu sait que j'en ai lu des livres sur le sujet. Et donc, on va parler extensivement du scale. Moi, ce qui m'intéressera de savoir tout à l'heure, c'est justement, rétrospectivement, ce qui t'a permis, selon toi, de scaler avec autant d'efficacité partout. Mais là, pour l'instant, j'aimerais bien qu'on se recentre sur le livre qui sort demain. Ouais. Donc, Startup and Down, qui parle de crise, principalement, la gestion de crise, vrai sujet. On en sort chez Scalezia, on sort de 14-15 mois de crise. Et disons que c'est d'aucuns diraient que la crise est un passage obligé du parcours entrepreneurial et du cycle de vie d'une boîte. Mais toi, dans l'intro, qui, je te l'ai dit en off, est extrêmement bien ficelé et pose toutes les bases théoriques qui permettent de comprendre la suite. Donc bravo pour ça. Tu proposes ce concept et cette lecture, cette grille de lecture de la crise comme étant un état permanent. C'est-à-dire accepter tout simplement le fait, tu le formuleras mieux que moi, mais accepter tout simplement le fait que la crise finalement est une constance, a fortiori quand on est dans un environnement et au sein d'une entité à forte croissance, et que finalement c'est plus un contingent avec lequel
il faut deal, qui est source, oui, certes, de marasme, mais aussi d'opportunités, et que le combattre, finalement, peut être plus une erreur qu'autre chose. En tout cas, chercher à l'atténuer peut être plus une erreur qu'autre chose, tout simplement parce que on ne peut pas l'atténuer et qu'il faut juste faire avec. Est-ce que je suis complètement à côté de la Non, non, plaque c'est ou... exactement ça. Et enfin, tu vois, l'idée vient pas forcément de moi directement, parce que en fait, je revenais régulièrement chez moi, notamment pendant la période 2023-2024, un peu éclaté, et je disais c'est compliqué en ce moment, on a plein de challenges, etc. On a plein de crises de feu à éteindre. Et tu vois, je disais ça à ma femme et elle me disait, mais Thibaut, depuis que je te connais, c'est ça et tout. Je fais, bah non, avant ça allait mieux, ou ça va aller mieux après. Elle me dit, non, non, en fait, tout le temps, hein, il y a tout le temps des merdes, tout le temps des problèmes. Et en fait, c'est aussi ça qui te fait kiffer, parce que j'ai l'impression que quand il n'y a pas de merde, bah, vous créez d'autres merdes en lançant des projets, en lançant des nouveaux pays, en lançant des nouveaux produits. Et donc, c'est cette réflexion où je me suis dit, bah, peut-être que, en fait, faut que je me dise que chaque problématique qu'on rencontre est naturelle, et aussi source d'apprentissage. Alors, je sais que ça fait un peu, soit je perds, soit j'apprends, etc. Donc, c'est un peu galvaudé, mais en même temps, c'est vraiment ce que je me suis dit au moment où, notamment, tu vois, on a dû prendre certaines décisions. Je me suis dit, en fait, je vais pas le prendre comme un truc fataliste, mais je vais juste me dire, qu'est-ce que j'en apprends. Et notamment, c'est pour ça que j'ai écrit le livre. C'est-à-dire que je me suis dit, qu'est-ce que j'en retire. Et ça va être, tu vois, tous les sujets de cash dont je parlais tout à l'heure, je l'ai appris parce qu'on était en galère de cash et qu'on se posait des questions sur notre EBITDA to cash. Et en fait, à la fin, je me dis, bah, c'était top, c'était un bon moment, même si c'était dur et même si c'était une crise, bah, j'en ai appris. Et après, tu as l'autre concept qui est de dire qu'on cherche tout le temps la crise, parce qu'en fait, dès que ça va bien, on va aller prendre des risques. Et il y a notamment un podcast alors Fabien, j'arrive jamais à prononcer son nom de famille, c'est de Odo. Euh, et c'est une boîte belge. Alors, je sais même pas non plus si je prononce bien Odoo ou Odo, mais O-D-O-O. Et en gros, il a une phrase qui m'a un peu marqué dans un podcast, qui était de dire que quand la boîte va trop bien, c'est qu'on va pas assez vite. Et c'est un peu ce truc de, dans une startup, tu as un peu une notion de conquête de marché, une notion d'aller vite pour grandir, pour potentiellement prendre le marché d'un concurrent, ou faire un truc ambitieux. T'as un peu, je pense qu'on est tous dans cet écosystème parce qu'on est un peu galvanisé par le potentiel de créer quelque chose de grand, et d'avoir un impact sur les sujets qu'on traite. Et donc, ça veut dire que quand tout va bien, bah, il y a une sorte de moins d'intérêt, et donc on va essayer d'accélérer pour aller justement chercher encore plus, mais à notre propre dépens, puisqu'on se retrouve toujours par cette croissance ou par cette ambition à devoir gérer plein de problèmes. Et donc, en ayant cette réflexion, je me suis dit, bon, bah, en fait, il faut que j'arrête de penser la crise comme des étapes ou des problèmes qui arrivent régulièrement, mais en fait comme un état permanent où en fait tous les matins, bah, il y a des trucs à gérer. On pourrait considérer que c'est des crises, mais je vais apprendre à mieux les gérer, etc. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, peut-être que c'est le moment d'écrire un truc dessus. Et donc le matin, j'écrivais des sujets. Notamment, j'arrêtais pas de dire ça va se calmer, ou là on sort d'une phase un peu dure et ça va aller mieux. Et en fait, bah, ça se calme jamais, et puis en fait c'est bien. Donc c'est ça la réflexion du truc. Je suis un peu vieux sage en disant ça, mais c'est pas du tout des réflexions que j'arrive à avoir non plus au quotidien. C'est-à-dire qu'il y a plein de jours où je prends des crises et je me dis putain, c'est chiant, et j'arrive pas à me mettre dans cette posture. Mais parfois me le rappeler, ça me fait du bien. Je vais, non, mais je vais illustrer le truc avec une anecdote toute bête, mais qui, je trouve, va vraiment dans le sens illustre parfaitement, même si tu vas voir l'anecdote est un peu bancale. Mais ce que tu viens de dire, c'est que un jour j'étais dans un concert Slipknot pour ne pas les nommer, où je me suis retrouvé vraiment pris complètement dans la fosse, tu vois, et en mode mouvement de foule. Et donc je me battais vraiment, je me bataillais pour essayer de rester debout, etc. machin. Et je dépensais énormément d'énergie. Vraiment, c'est-à-dire que je dépensais 90% de mon énergie à juste rester debout et à essayer de garder une contenance. Jusqu'à ce que je croise un mec qui me dit, mais mec, accepte, soit comme de l'eau, accepte que de toute façon, tu vas te faire valdinguer, et laisse-toi aller. Je l'ai écouté, et là, j'ai kiffé mon concert. Et donc, je me suis fait valdinguer pendant littéralement 1 heure, quoi. Et j'ai pu économiser mon énergie. Finalement, bah, cette prise de conscience que tu as eue, c'est ce type-là qui t'a dit, bah, laisse-toi porter, en fait. C'est-à-dire que la crise comme on l'avait vu tout à l'heure, la crise est une constante. La crise est un prérequis de la dynamique et de la démarche dans laquelle tu es. Et donc, plutôt que de la combattre, accepte-la limite comme un allié, et dans tous les cas, ne la considère plus comme une problématique. Considère-la. C'est tout. Ouais. Et point important, hein, enfin, je pense que, enfin, moi je suis quelqu'un d'assez émotionnel, donc je le vis au quotidien, ce genre de choses, et je suis pas du tout le meilleur pour approcher les crises de manière sereine, etc. Mais tu vois, le fait de l'écrire, ça m'aide aussi moi-même à me le dire. Et c'est un point, je pense qu'en fait,
je sais pas, tu vois, je trouve que l'exemple est très bien. Je sais pas à quel point il y a un moment où tu te dis ça y est, je me laisse porter. Je pense qu'en fait, tu es toujours rattrapé par des crises de plus en plus grosses, plus tu scales, tu vois, et des problèmes qui, à l'époque, quand on était 50, me paraissaient insurmontables. Tu vois, aujourd'hui, bah, en fait, c'est mon quotidien. Et tu vois, je me rappelle au début de Partout, il y avait une personne qui démissionnait, mais ça me fusillait ma semaine, tu vois. Aujourd'hui, je sais que bah, en fait, c'est la vie d'une boîte, d'avoir des gens qui partent, des gens qui arrivent, des clients qui sont contents, des clients qui sont moins contents. Et donc, c'est aussi, si on veut survivre le fait d'une boîte qui grandit et qu'on a des problèmes toujours plus grands, bah, potentiellement, il faut bah, apprendre en même temps que la boîte grandit. Et je mets dans mon bouquin, moi, c'était un truc qui m'avait marqué à l'époque, c'était quand j'avais vu Google qui avait dû licencier 10 000 personnes, et je m'étais dit, mais Google, c'est genre la boîte où je me disais, ils n'ont pas de sujet, quoi. Et tout a l'air simple. C'était avant l'arrivée de ChatGPT, etc. Et enfin, ça venait d'arriver, mais on pensait pas encore que ChatGPT allait devenir SearchGPT, devenir un concurrent potentiel. Mais, mais tu vois, c'est une boîte qui a 20 ans, 25 ans, et ils sont pas sortis des crises régulières. Et je pense que tout ça, c'est accentué par la vitesse des changements technologiques. Et avec Thibaut, nous, on se pose et on se dit, là, en ce moment, Thibaut, mon associé, qu'est-ce qui va se passer avec l'IA quand tu vois que des mecs arrivent à coder un DocuSign en 2 jours et le mettre en ligne gratuit, tu vois, alors sans doute c'est vraiment pas fou, mais peut-être que dans 5 ans, en fait, il y a énormément de boîtes qu'on connaît actuellement qui vont se faire bah, défoncer. Et donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, comment on se positionne, etc. Donc, tu vois, ça nous permet aussi de réfléchir potentiellement aux crises qui arrivent, à ce que ça va nous apprendre, tout ça. Et tu as les crises du quotidien, mais tu as aussi des grosses crises stratégiques que peuvent être le Covid, que peuvent être un concurrent qui arrive un peu violent, ce genre de choses. Et à chaque fois, ça a été des moments où, avec le recul, on a beaucoup, beaucoup appris et dont on est plutôt fier en fait d'en être sorti. C'était quoi les moments les plus formateurs? Bah, des moments formateurs, moi je trouve que la prise de parole en public, c'est un truc que moi, enfin, j'aimais pas trop prendre la parole en public. Et en fait, quand tu es en situation de crise et que tu dois être assez transparent sur ce qui est en train d'arriver, et parler aux gens et essayer de leur communiquer une vision et de les motiver, je trouve que c'est hyper formateur d'être dans cette situation où tu as une confiance qui baisse, qui est liée potentiellement à des problématiques quotidiennes ou stratégiques, et de te forcer à devoir remotiver des gens et à avoir un discours, à retravailler ta vision. Je trouve que c'est vachement formateur parce que tu le fais un peu au pied du mur et tu sais que si tu n'y arrives pas, la boîte, elle sera vraiment en danger. Et donc, c'est aussi, je pense qu'il y a différents types de tempéraments, mais moi, je pense que je suis plutôt, je suis moins mauvais quand je suis au pied du mur que quand j'ai un peu, tu vois, si je sens que je suis en danger, je vais plus me révéler que je suis plus en stress. Mais si on me dit c'est bon, bah, tu vois, si sur une classe, je serai plutôt dans la moyenne, tu vois. Et si jamais je suis dernier, je vais bien me motiver pour revenir à la moyenne, quoi. Donc c'est un peu mon état d'esprit. Et donc aussi, c'est un type de caractère où quand c'est la crise, bah, j'aime bien me motiver un peu plus et me dire ok, on est dans la merde. Et je pense que ça peut créer aussi ce sentiment chez plein de gens de dire ok, en fait, on a un challenge. Et d'ailleurs, le mec Dodou, il disait à un moment dans son podcast, je ne l'ai pas mis dans le livre, mais je viens de me rappeler, c'est qu'en gros, quand ils sont atteints à la rentabilité, et ben, ça a été une des grosses crises pour eux. Alors, je sais pas, ça fait un peu bizarre, mais parce qu'il y avait plus rien, enfin, il y avait moins de choses sur lesquelles se battre, il y avait moins de challenges, parce qu'en fait, ils étaient rentables, il n'y avait pas le côté survie. Et en fait, le côté survie en startup, il te galvanise aussi un peu. Tu vois, je pense qu'on est un peu tous dopés à des trucs genre cortisol, etc. T'es à l'hormone du stress, au fait d'être toujours avoir envie de se donner. Et quand tu arrives dans une boîte un peu plus posée, bah, potentiellement, tu es moins motivé et tu te dis bon, pourquoi je suis là, et potentiellement, je vais chercher un autre truc qui me fait vibrer. C'était un vrai sujet d'un entrepreneur qui est dans le SaaS aussi, qui me, qui me partageait sa préoccupation du moment, qui était justement qu'il n'avait absolument aucun problème. Et Bah, que, je pense que beaucoup de gens l'envient, mais ouais, mais lui, c'était son problème du moment. C'était je n'ai pas de vision là pour l'instant à partager à mon équipe et je sens que ça crée un étiolement. ouais. Mais nous, il y a plein de gens, enfin régulièrement, des gens qui nous disent ouais, on n'est pas au clair sur où on va, etc. Donc je pense que le métier de l'entrepreneur, c'est de passer son temps à reclarifier, réexpliquer, avoir un plan à 3 ans, à 5 ans, à 10 ans. Et franchement, c'est un exercice en vrai qui est assez intéressant, qui est hyper agréable à faire. Enfin, de se poser avec, bah, nous, on a la chance d'être deux, et avec le Comex, etc. Et de se dire ok, en fait, c'est quoi ce qu'on a envie de devenir, et c'est quoi vers où on va, etc. Je trouve ça c'est assez passionnant comme exercice. Comment vous procédez pour formuler une vision? Parce que on a cette compréhension théorique du CEO, et dans votre cas des co-CEO, dont un des rôles est de formuler une vision, de la communiquer, de la clarifier, etc. Mais pratico-pratiquement, comment est-ce que vous procédez, vous, de votre côté, pour mettre en place un plan, formuler une vision qui fait sens, et derrière l'articuler en un plan d'action concret? C'est quoi votre processus réflexif et Ouais. itératif?
En gros, moi j'avais mis, donc tu as plein d'aspects, c'est un sujet sur lequel on pourrait parler pendant des heures, mais le premier truc, c'est comme on est 2 et de manière générale les comex et cetera, le premier truc, c'est, de se poser et d'échanger, de vive voix. Tu vois, là, on s'est posé, avec Thibaut une après-midi, il y a 2 semaines pour réfléchir à l'impact de l'IA sur notre business model à horizon 10 ans. Donc on s'est posé, dans un café, on a déj, on s'est posé dans un café pendant 2 heures et avant de faire ça, on avait tous les 2 écrit, des trucs, chacun, sur de son côté, de podcasts, de sources de contenu, et cetera, qu'on avait mis. Moi, j'avais mis certains trucs. Thibaut avait mis aussi des choses. Et en gros, tu te nourris en échangeant avec plein de gens tout le temps, hein. Enfin, c'est pas un processus qui se fait d'un coup. Mais à un moment, tu as quand même besoin d'écrire tous les trucs que tu poses sur des Google Docs et on s'échange et ensuite on en discute. Et on a passé 3-4 heures à discuter de ça. Thibaut, il aime bien là aussi l'escalade. Donc, on avait fait de l'escalade une autre fois pour prendre des décisions un peu strat. On avait fait ça. Puis ensuite, on avait discuté plus globalement de ce qu'on voulait faire et des décisions qu'on devait prendre dans un contexte compliqué. Donc, tu as cette phase un peu de brainstorm. Et après, tu as ensuite le truc que moi j'utilise et que je raconte aussi dans le bouquin, c'est les 3 étapes que moi j'utilise et qu'on utilise avec Thibaut aussi, je pense. C'est structurer, simplifier, répéter. Et en gros, l'aspect structure il est hyper important parce que quand on fait une vision, on a tendance à vouloir écrire un peu tous les trucs qu'on veut faire. Mais en fait, parfois, il faut juste prendre énormément de recul et se dire, OK, c'est où est-ce qu'on veut aller à long terme et quels sont les 3 trucs. Moi, je fais souvent du 3-3-3, tu vois. C'est quoi les 3 grands trucs qu'il faut qu'on fasse. Et dans ce premier truc, quels sont les 3 sous-trucs qu'il faut qu'on fasse. Et ensuite, on les définit et on les précise. Donc ça, c'est un peu la partie structure. Ensuite, à chaque fois qu'on définit un plan, on va essayer de simplifier au maximum pour que ça soit facilement exprimable ou répétable. Et donc, on va soit choisir un mot, soit une tagline, tu vois, juste pour que tout le monde puisse retenir très facilement. En gros, toute cette idée qu'on a, c'est quoi quand on fait un plan strat, par exemple, on va toujours définir 3 termes qui vont permettre à tout le monde de pouvoir les répéter ou quand on lui demande de dire qu'est-ce que c'est. Par exemple, le plan Hyperion qu'on a, on donne des noms au plan, on fait des logos, etc. Parce que pour la communication, c'est important. Mais tu vois, le plan Hyperion qu'on a lancé, c'est un plan en 3 parties qui consistait à étendre notre marché adressable. Et les 3 parties, c'est en gros les 3 axes de croissance pour partout, les produits, les marchés et les géographies. Et donc, on avait dit des nouveaux produits, on avait expliqué quelle était notre stratégie produit pour aller chercher des nouveaux produits à vendre à nos clients actuels. Le deuxième, c'était les géographies, c'est quoi les pays qu'on va ouvrir, comment on va les ouvrir, quel est notre modèle, etc. Et les marchés, on était très présent en mid-market et on est allé sur les key accounts, donc les très grands comptes et les petits comptes, ce qu'on appelle SME, Small and Medium Business. Et donc, ensuite, une fois qu'on a structuré et simplifié les messages, après, le travail, c'est de les répéter et de les faire utiliser par d'autres gens. Et donc, qu'ils prennent ce plan-là et dire, en fait, pour moi, équipe produit, qu'est-ce que ça veut dire le plan Hyperion? Ah, ça veut dire que je dois faire des nouveaux produits. Donc ça, c'est facile. J'ai compris ce que ça veut dire. Mais qu'est-ce que ça veut dire les géographies? Peut-être qu'il faut que j'adapte ma plateforme à des réalités de chaque pays. Il faut que je la traduise. Il faut que je pense à la localisation, c'est-à-dire pas seulement la traduction, mais comment ça se met. Par exemple, si j'ai une fonctionnalité pour mettre les jours fériés, peut-être que les jours fériés sont différents en fonction des régions d'Espagne, entre la Catalogne, enfin, tu vois, toutes ces choses-là. Et le troisième truc qui est plus marché, comment mon produit s'adapte aux petits commerçants versus aux grands comptes. Et donc ensuite, ça va permettre de découler des stratégies qui sont par business unit ou par département. Et après, ce qu'on fait aussi, c'est chaque année avec Thibaut, enfin Thibaut principalement, et on le travaille à 2, mais il le publie ensemble aussi, c'est on fait un mémo d'une 15aine de pages où on explique tout ce qu'on va faire chaque année. Donc on fait un mémo d'entreprise qui sont publics d'ailleurs, qu'on retrouve sur notre blog. Donc on publie ce mémo-là et ensuite chaque équipe essaie de faire un mémo stratégique, donc en Word écrit à la main, alors dit de comment le plan de partout se décline pour sa business unit. Et franchement, ça, c'est qu'une partie des trucs qu'on essaye de faire parce que, en fait, maintenant qu'on est 350, chaque département est un peu une entreprise et doit avoir ses propres plans strat et ses propres axes d'amélioration. Et tu vois, tu disais que tu aimais beaucoup les frameworks. Je pense qu'on aime beaucoup aussi chez Partout les frameworks. Et on a notamment fait tout. Parfois, on fait notre vision autour de frameworks. Et on a From Vision to Values, qui est un framework de Jeff Winner que j'avais vu dans une formation. C'est un des les frameworks qu'on a utilisés pour clarifier notre vision pendant un séminaire, je crois, en 2022. Donc, on utilise aussi pas mal de frameworks. Ok. Je t'avoue que les visuels dans tes livres, c'est du miel pour moi. Merci. Et Il y a beaucoup de visuels que je reprends. Dès que je vois des trucs, tu vois, dès que je vois des trucs intéressants en termes de visuels, j'avoue, tu vois, je les prends, je les refais, je les retravaille, j'y réfléchis et machin. Donc, content que ça soit utile. c'est extrêmement utile pour visualiser, effectivement. Notamment le distinguo que tu fais entre crise exogène et endogène qui permet de parfaitement comprendre quels sont les 2 grands types de crises. Il y en a 3 finalement, mais je spoil pas. Mais les 2 grands types de crises, endogène et exogène, encore une fois. Et le visuel
qu'il y a dans le livre permet de comprendre instantanément comment ça s'articule. Euh, pour résumer, en gros, la vision, donc là, en tant qu'associé, il y a cette première phase de divergence où chacun de votre côté, en fait, vous allez mettre sur le papier le fruit de vos idéations, de vos aspirations respectives. Ensuite, s'opère une dialectique tous les deux, vous allez confronter tout ça, prendre le temps qu'il faut pour en discuter, pour confronter, voir un petit peu ce qui se recoupe, voir un petit peu ce qui, là aussi, diverge, ce qui dissonne un petit peu dans vos aspirations. Vous arrivez vous aboutissez à un terrain d'entente, à une synthèse, en fait, de tout ça. Et derrière, de cette vision macro, s'opère une ramification de plus en plus micro, avec à chaque fois les livrables qui vont bien, quoi. C'est-à-dire qui vous permettent de donner du corps, de donner du concret, des plans d'action, mais aussi des livrables purement visuels, de sorte que donc le logo, le nom, la nomenclature, etc., de sorte que les équipes puissent s'approprier matériellement le fruit de cette vision-là, et que cette vision devienne palpable, tangible. Ouais. Et d'ailleurs, vous rebouclez ça, et ça, je trouve très cool. Je trouve ça très cool comme principe, c'est de reboucler ça avec un nouvel écrit qui vous permet de resynthétiser a posteriori de ce que j'ai Ouais, compris. c'est ça. Alors, Donc à la la fin, boucle est ça fait bouclée. un mémo, ouais. Et après, tu as un autre aspect qui est important, c'est toute la partie OKR, où en gros, tu as un peu la direction dans laquelle tout le monde va, mais ensuite, les projets qui découlent pour atteindre cette direction, enfin pour atteindre cette destination, et ben, ils vont être proposés par les équipes, intégrés aux objectifs and key results de l'équipe. Et ensuite, nous, on a tout un plan tous les trimestres où on voit comment on avance. Et ce process-là, on le fait tous les trimestres, tu vois. Et là, on est le 5 mars, donc toute cette semaine, moi, je vais avoir un point avec les différents, et Thibaut aussi, avec les différentes équipes, pour qu'ils nous présentent un peu les grandes idées qu'ils prévoient pour Q2. Ensuite, ils vont échanger avec leurs équipes. Ensuite, on va en revenir. Et ensuite, il y a toute une présentation après de tous les membres du board de tous les objectifs de Q2. Et comme ça, on est tous alignés vers où on va pour Q2, quoi. C'était quoi la pire crise personnellement que tu as vécue chez Partout? T'en as eu plein, mais la crise de la dette technique a été un peu dure. Enfin, elle a même été très dure parce qu'à un moment, je pense que c'est celle où on a plus le cru que la boîte pouvait ne pas survivre. Et donc, ça a été un peu compliqué, mais ça a été une crise avec plus c'est loin, plus t'en as un souvenir un peu idéalisé où tu te dis finalement c'était trop bien. On s'est battu et tout. Et après, tu as une autre crise, la crise la crise qu'on a eu le plus de mal à encaisser, je pense, c'est une crise où on a arrêté une boîte qu'on avait rachetée. On avait racheté une boîte top qui s'appelait Pulp, qui en gros faisait de la commande à table et du click and collect pour restaurants. En post-Covid, ça marchait hyper bien. Ça a été un peu plus compliqué par la suite. Et quand il a fallu justement réallouer notre cash et notre capacité d'investissement sur les projets les plus prometteurs, il se trouve qu'on a fait le choix d'arrêter ce projet-là. Et donc, ça veut dire 15 personnes qu'on doit laisser partir. Et à une période aussi, au-delà de cet arrêt de la boîte qu'on avait rachetée, je pense que la vraie problématique, ça a été un peu une crise de confiance des équipes sur le fait que est-ce que si on avait fait cette erreur et qu'il y avait cette crise, est-ce qu'on allait en refaire? Est-ce qu'ils pouvaient être inquiétés pour leur job? Et donc ça a été aussi une période plus difficile. Et là, c'est quoi tes outils? Pédagogie, communication? Les outils, franchement, l'enjeu, c'est d'être transparent et de restaurer la confiance sur le long terme. Et les outils, alors il y en a plein, mais il y a un truc qu'on fait maintenant, c'est à la loi de Z. C'est en gros, t'expliques. En fait, bon, je ne sais pas si on aura le temps là pendant le podcast, mais en gros, tu fais tout le process de réflexion jusqu'à une décision. Quand tu prends cette décision et que tu dois l'annoncer, plutôt que d'annoncer la décision, tu réexpliques tout le process. Et donc, en gros, ça fait un Z, puisque tu as tout toi ton process de réflexion avec ta direction et ton com, etc. Et quand tu as pris la décision, plutôt que d'annoncer seulement la décision directe à tous les employés, tu repars de zéro en disant OK, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait ce choix pour telle raison. C'était pas un choix qui a été débile à l'époque parce que telle chose. Ensuite, il y a eu ça qui a changé. Donc, on a réfléchi à ça, mais ça, c'était pas possible. Et en fait, tu refais tout le process parce que c'est très dur pour quelqu'un qui apprend une nouvelle de l'intérioriser et de l'accepter et de comprendre la réflexion qui a mené à cette décision si tu refais pas tout le process de décision. Donc, un des outils qu'on utilise, c'est d'essayer de repartir du début et de tout réexpliquer pourquoi on en arrive à cette décision plutôt que d'annoncer une décision et les impacts. Et je pense que quand tu annonces une décision, tu as toujours envie de dire OK, on fait ça et voilà ce qui va se passer. Ça. Mais les gens, ils prennent ça dans la tête, ils se disent mais en fait, pourquoi on n'a pas fait ça, etc. Et donc réexpliquer, c'est un outil qui est pas mal. Et après, tu as plein d'autres outils, tu vois, les éléments de langage, le fait de s'aligner sur qu'est-ce qu'on dit. Tu vois,
on avait arrêté le Brésil et on voulait dire est-ce qu'on met en pause le Brésil ou on ferme le Brésil? Est-ce qu'on arrête le Brésil? C'est quoi le terme? Si on met en pause, tout le monde va venir nous voir tous les 6 mois en disant est-ce qu'on réouvre le Brésil? Si tu dis on arrête et qu'ensuite 6 mois plus tard tu le réouvres, on va te dire mais attendez, je croyais qu'on avait arrêté. Donc tu vois, on a eu plein de débats. Qu'est-ce qu'on dit aux équipes? Alors qu'en fait, la réalité du Brésil, c'est que pour le moment, c'était pas bon. Peut-être qu'on allait le réouvrir dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Mais les gens ont besoin de savoir exactement c'est quoi la décision. Et quand tu n'es pas hyper au clair et que tu as différents sons de cloche, que tu as le directeur commercial qui dit un truc, le directeur des clients qui dit un autre, en fait, ça casse toute ta communication. Donc, un des éléments les plus importants, je pense, en communication de crise, c'est d'être capable d'être hyper aligné sur euh, qu'est-ce qu'on dit et quel est le discours qu'on tient. Et ensuite, à charge à chaque manager de prendre ce discours et de l'adapter précisément à la réalité de son équipe avec les inquiétudes, les challenges et les questions qui sont dédiées à cette équipe, qui sont précises pour cette équipe. Et euh, je te propose qu'on parle un petit peu. Alors, avant ça, tu m'as parlé tout à l'heure du fait que tu avais un profil plutôt émotionnel. Vrai sujet. Et j'en sais quelque chose. Comment tu gères tes émotions au quotidien? Comment tu t'assures d'une bonne écologie de tes émotions, de sorte à ce qu'elles prennent pas le pas et au contraire en faire un avantage? Ouais, en fait, tu as deux choses. Tu as un, gérer tes émotions et deux, gérer comment tes émotions sont partagées aux équipes. Tu vois. Et donc, le premier truc, c'est de faire un travail sur soi. Donc, c'est passe par prendre un coach, réfléchir à qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là, pourquoi tu as ressenti ça, etc. Donc, potentiellement, pas envoyer un mail directement après avoir reçu quelque chose, pas réagir directement. Et c'est quelque chose c'est un travail de pas, tu vois, dès que tu as une mauvaise nouvelle, tu vois, ou dès que tu apprends quelque chose, de réagir direct. Moi, je suis vachement dans l'action et ça, c'est un premier travail. C'est d'essayer d'attendre entre le moment où tu apprends quelque chose et tu prends une action. Et tu vois, ça, c'était un élément que j'ai commencé à travailler déjà en 2017 parce que quand en 2017, on a eu, enfin 2018, quand je suis arrivé chez Partout, il y a eu 3 énormes mauvaises nouvelles en une semaine. Et tu vois, moi, je dis, mais c'est vraiment la merde, genre, on va peut-être faire faillite, etc. Et mon associé m'a dit, attends, Thibaut, juste, en fait, quand il y a une merde, tout le monde te regarde. Et la manière dont tu réagis va avoir une influence sur comment tout le monde va réagir. Et donc, si tu réagis en ayant l'air flippé, tout le monde va flipper. Si tu réagis en ayant l'air confiant, tout le monde va être un peu plus confiant. Et comme ils n'ont pas la vue globale sur tous les impacts de toutes choses qui arrivent chez Partout, bah, si ils se disent que toi, tu as une vue globale, si tu dis ça va aller, ils se disent que ça va potentiellement aller. Donc, il y a un vrai travail il y a un travail à faire sur soi pour pas être épuisé tout le temps, à devoir gérer des émotions d'un coup d'euphorie ou au contraire de bad. Mais tu as aussi un travail vis-à-vis de tes équipes. Et donc ça, typiquement, quand il y a une mauvaise nouvelle, je vais essayer juste de me dire, OK, je prends le truc, je reste un peu impassible. Et franchement, s'il y a des gens de Partout qui m'écoutent, te diront, tu fais ça 10% des cas, mais déjà, c'est un travail à faire. Mais tu vois, vraiment, c'est déjà voilà, je progresse. Et donc, en gros, d'essayer de prendre la nouvelle et de ne pas trop réagir sur le moment, d'attendre et ensuite te poser et te dire quelles sont en fait à la tête froide la réflexion que je porte sur les solutions et les impacts, tu vois. Et je pense qu'on a toujours tendance à surréagir sur le moment à toute décision, que ce soit une bonne ou une moins bonne. Et après, j'ai aussi la chance d'avoir Thibaut qui est plutôt impassible de manière générale, qui a un caractère assez posé. Donc, c'est aussi ça qui est cool d'avoir deux tempéraments dans la boîte. Ça permet un bon équilibre des forces, ouais, c'est sûr. Et c'est dire, alors, là aussi, je parle en connaissance de cause. Quand on a un profil explosif et facilement émotif, c'est fondamental d'avoir justement cet équilibrage qui s'opère parce que on va très très vite fait de tourner dans notre propre tête. Et donc, tu te fais coacher aujourd'hui? Ouais, on s'est fait coacher. En gros, on n'avait pas trop de coach chez Partout avant 2024. Et on était plutôt sur enfin, déjà, on n'avait pas, comme on était bootstrap historiquement, on n'avait pas pris de l'argent pour le faire. Et aussi, moi, j'avais plutôt le concept de dire que enfin, je voyais plutôt l'importance d'un mentor ou de gens à qui tu parles de tes problématiques et on t'explique d'un point de vue technique comment tu peux les résoudre. Et donc, tous mes échanges avec d'autres entrepreneurs ou avec d'autres gens étaient vraiment sur des aspects techniques du genre qu'est-ce que tu fais quand ça t'arrive, comment tu peux résoudre tel problème. Et donc, j'ai beaucoup de déjeuners ou de moments d'échange avec des entrepreneurs. Et c'est hyper intéressant parce que ça te permet de savoir comment gérer des trucs opérationnels, tu vois, ou stratégiques. Mais des trucs émotionnels, bon, on t'en parle un peu moins. Alors, il y a plein d'entrepreneurs avec qui tu peux en parler, c'est assez agréable, mais ça n'a rien à voir avec du coaching. Et en fait, ouais, il y a 1 an, on a commencé à se faire accompagner Thibaut et moi. Et je vais pas dire que ça
révolutionné tout, mais au moins ça nous a fait nous poser plein de questions. Et c'est des sessions, tu vois, de 2 heures et qui sont assez intenses, je trouve, émotivement, parce que tu prends tous les trucs compliqués qui te sont arrivés, tous le stress que tu as eu, tu dois en parler. Enfin, c'est un peu, je vais pas dire, c'est comme un psy pro, mais tu as un peu ce concept où la personne n'est pas là pour juger ou pas là pour te donner la bonne réponse, mais elle est là pour te faire parler et de faire réfléchir à toi, qu'est-ce qui est important pour toi, pourquoi tu as réagi comme ça, comment tu aurais pu mieux réagir. Et je trouve ça assez intéressant, le coaching de manière générale. Voilà. Faut l'essayer pour le croire, en fait. Ouais, moi je l'avais vu, en fait, j'avais vu, en gros, j'étais pas fan du tout de coaching et j'étais à un déjeuner avec David Laroche à un événement Bootstrap et j'étais très perplexe sur David parce que je considérais que le coaching, ça pouvait être un peu bullshit. Et il y avait quelqu'un à côté de nous qui lui a commencé à lui parler de ses problèmes. Et en gros, je sais pas, en 30 minutes, il lui a fait dire plein de trucs et c'était assez bluffant, tu vois. Et ensuite, après ce dîner, je m'étais dit, mais en fait, j'aimerais bien être coach ou je pense que j'ai pas les bonnes skills pour être coach parce que je pense qu'il faut vraiment beaucoup plus écouter et être dans une attitude de faire parler les gens, et ce qui est moins mon fort, puisque je parle beaucoup. Mais dans l'idée, je trouve que la démarche était assez impressionnante en fait, et la manière dont en fait il te met dans des réalités alternatives qui te font poser des questions, tu vois, en disant, ok, imaginons telle personne elle n'existait pas, tu vois, ça te permet de réaliser que tu fais ça pour cette personne ou tu fais ça pour telle raison, et en fait te mettre dans des situations un peu alternatives à ce que tu vis. Genre, ok, si tu n'avais pas de part, est-ce que tu réagirais comme ça? Et si tu étais CEO, est-ce que tu ferais ça? Est-ce que si tu étais machin? Et en fait, ça te permet de retravailler toute la réalité et tes perceptions de la réalité en prenant des angles différents et donc en découvrant des choses sur toi, ce que tu as vécu et ce que tu as ressenti que tu n'aurais pas pu découvrir tout seul. Donc voilà, moi, je dis pas que genre enfin, c'est le truc à faire absolument, mais moi, ça m'a permis de pas mal réfléchir à plein de sujets. Et tu l'utilises au quotidien? Dans ton management et tout? Le coaching? Ouais, bah, c'est des méthodes que tu viens de me partager. Non, enfin, je l'utilise, oui. Non, j'aime bien me poser, tu vois, avec certaines personnes que je manage et juste travailler avec eux sur où ils veulent aller à horizon 6 mois, 1 an, pourquoi ils sont encore là, qu'est-ce qui les fait vibrer, tu vois, ce genre de choses qui sont des questions peut-être plus de management que de coaching. Et tu vois, j'ai pas envie me, de prendre la place. Tu vois, un manager, c'est difficilement coach parce que t'as pas cette position justement externe. Et si la personne elle commence à te parler de ses doutes, de ses inquiétudes, et de se livrer à 100%, mais en fait, tu es à la fois le manager et le coach, et c'est pas, je pense, une position qui est adéquate. Par contre, il y a plusieurs personnes que je manage qui se font coacher, et on fait une session au début où moi, je vais potentiellement donner mon avis sur ce qui pourrait travailler, et après une session de restitution à la fin. Mais non, en tout cas, je pense pas ni avoir les compétences ni la position aujourd'hui pour avoir des pratiques de coach, mais des réflexions sur les perspectives de carrière, les forces, les faiblesses, etc. Si, c'est mon rôle quand je manage. Je te propose qu'on parle un petit peu après, quelques minutes de comment vous conquérissez un nouveau marché. D'ailleurs, me vient l'idée de potentiellement en faire une vidéo, dédiée parce que c'est un vrai sujet et c'est une question qu'on me pose littéralement toutes les semaines, dans notre accompagnement. Mais, là pour l'heure, vous avez scalé très, très vite, très, très fort, ces dernières années et vous continuez à l'international maintenant. Rétrospectivement, qu'est-ce qui, selon toi, quels ont été les principaux tenants dans ce scale? Qu'est-ce qui vous a permis de scaler aussi vite, aussi fort, aussi bien? Là, si tu devais résumer ça en quelques principaux piliers. Alors, tu as 2 choses, donc soit plutôt la partie expansion ou plutôt la partie scale? Parce que Euh, ouverture alors de marché ou plutôt scale? là, bah, parlons du scale déjà. OK. Sur le scale, les trucs qui ont été les plus déterminants, si j'essaie de regarder, je dirais c'est 3 choses. C'est un, les bons recrutements de personnes qui étaient à fond. Ça, c'est le truc le plus important. Je trouve que et mon associé Thibaut, il est assez bon pour recruter des personnes top, et on a eu beaucoup de chance sur le recrutement, et je pense que ça a été un des trucs importants chez Partout, d'avoir des gens hyper qui correspondent exactement à ce qu'on voulait en termes de valeurs, en termes d'état d'esprit. Le deuxième truc, c'est justement les valeurs qui me paraît important, parce qu'en fait, ça te permet de prendre plein de décisions sur qui recruter, qui promouvoir, comment structurer. Et le troisième, je dirais plutôt que c'est la partie bien sûr process, qui est vraiment hyper important dans la partie scale. Et dans la partie process, c'est sans doute la partie, je pense, sur laquelle les gens se posent plus de questions. Mais tu vas avoir un aspect, je pense, knowledge. Tu vois, quand tu scales, tu te rends vite compte que sur un même process, tu as 3 personnes qui le font différemment, et se poser et écrire quelle est la meilleure manière de faire cette chose-là selon les 4 personnes qui le font, et d'uniformiser, ça permet de scaler. Donc en gros, tu as toute une phase sur laquelle on a beaucoup passé de temps, ça a été de construire une base de connaissances métier, c'est-à-dire ce que nous, on voyait sur notre secteur, mais aussi interne, de formaliser tout ce qu'ils faisaient,
Et aussi la partie, tu vois, un truc qui est vraiment clé, c'est la partie onboarding des nouveaux salariés. En fait, quand tu scales, on se rend enfin si on se rend compte, mais tu as beaucoup de gens qui arrivent et ces gens-là, il faut avoir un super programme d'onboarding. Ce programme d'onboarding, il passe même avant même que tu recrutes, donc on a des docs qu'on envoie, aux gens qui passent des entretiens pour leur dire, bah, voilà la boîte, voilà les valeurs, est-ce que ça match? Est-ce que tu penses que ça correspond à ce que tu souhaites, et cetera. Donc tu as toute une phase dans l'entretien. Et ensuite, tu as la phase quand la personne arrive où, tu vois là, dans 13 minutes, j'ai une présentation devant tous les nouveaux, il y a 15 personnes, et je vais faire la même presse que je fais tous les mois. Alors, ce sera beaucoup plus interactif, donc ça dépend des questions qu'ils me posent, et cetera. Mais tous les mois, je fais une session d'1 heure avec les nouveaux pour leur présenter la vision qu'on porte chez Partout sur certains aspects. Mon associé fait pareil. Et je pense qu'ils ont 20 heures de présentation et d'échange et de formation sur notre produit, notre marché, nos équipes et tout ça. Et donc, si tu veux scaler, je pense que mettre en place un bon programme d'onboarding est un des facteurs clés de succès. Et pour avoir un bon programme d'onboarding, il faut avoir bien formalisé tes connaissances. Voilà, donc vraiment, si je résumais, c'est recruter les bonnes personnes, définir tes valeurs et être aligné avec. Et quand je dis valeurs, c'est culture, quel type de boîte, quelle vision tu portes, etc. Et le troisième, qui est un peu plus formalisé et mettre des process. Et dans ces process, il y a plein de choses, notamment la base de connaissances et l'onboarding, mais tu en as 10 000. Tu as ton CRM, ta base de données clients, enfin, plein d'autres trucs. Mais voilà, là, en 5 minutes, c'est un peu court. C'est, j'aime bien voir, concevoir la boîte comme un algorithme. C'est-à-dire vraiment comme un logiciel, du code en fait, un script, dont le rôle est de produire un output, puis, derrière, forcément un outcome sur la base d'input précis. Et ton rôle en tant que, dirigeant, c'est de concevoir cet algorithme de sorte que toujours les mêmes inputs en quantité et en qualité suffisante, bah, produisent logiquement les bons outputs et derrière les bons outcomes. Et pour ça, effectivement, tu vas utiliser différents outils, bah, ton recrutement, qui tu manages, enfin qui tu recrutes, donc les bons profils aux bons endroits, ton onboarding ensuite, effectivement, comment tu les accueilles, comment tu t'assures que ces personnes-là montent en puissance avec les bons outils. Donc toute la partie délégation, les process, et ainsi de suite, et ensuite le management slash le coaching. Donc ça va vraiment être cette continuité-là de ces 4 piliers, quoi. Et t'as un truc qui a été, enfin, dont je vois maintenant plus avec de distance, mais qui est hyper important, c'est l'organigramme, alors, ou organisation. Et tu vois, partout quand on a scalé, ça a été vraiment, au départ, tu as une seule équipe qui est une équipe métier, et ensuite tu vas diviser cette équipe en sales et en gestion client. Ta gestion client, tu vas la diviser en customer care et customer success. Tes customer care, tu vas les diviser en support et onboarding. En fait, l'organisation, elle va évoluer avec le temps. Et tu vois, avoir la bonne organisation, c'est aussi permettre le scale et le recrutement et la bonne structuration et que ça fonctionne. Et donc, travailler sur comment on fonctionne et quel est notre go-to-market, etc. Et comment notre organisation, elle reflète ça. Et quelle est la meilleure organisation? C'est aussi un sujet, moi, qui m'a passionné. C'est notamment pour ça que j'ai écrit Start to Scale. C'était, à un moment, je me suis passionné pour le sujet des organigrammes, tu vois. Et à chaque fois que je rencontrais un entrepreneur, je me demandais, mais c'est quoi tes grandes équipes? C'est quoi tes sous-équipes? Est-ce que tu as des PMM? Est-ce que tu as des products? Tes customer success, est-ce qu'ils font je sais pas, l'onboarding? Est-ce qu'ils font l'upsell? Tu vois, et c'est plein de sujets qui sont assez techniques. Est-ce que tes marketing, ils sont sous tes sales ou est-ce qu'on rapportés au BDR? Enfin, tu vois, tu as 1000 manières de structurer une organisation. Le terme d'organigramme est très mal vu parce qu'on pense hiérarchie, mais un organigramme, c'est avant tout une manière de concevoir les différents métiers, donc les différentes pièces qui font une entreprise. Et donc, c'est un sujet qui est assez passionnant. Et quand tu scales, en fait, à un moment, c'était un entrepreneur qui m'avait dit ça, c'était en gros, tu ranges une boîte à outils et dans laquelle on te rajoute constamment des outils toutes les 2 minutes, tu vois. Donc, c'est tout le temps le bordel et tu dois tout le temps réfléchir à comment mieux mettre les vis avec les vis. Pour reprendre tes histoires d'algorithmes plutôt pour les bricoleurs. C'est euh, finalement, on est sur un processus qui est beaucoup plus ingénieur que business finalement. Non, parce que, enfin, tu vois, et c'est pour ça aussi que dans les premiers points, quand tu me parles de scale, le premier point que j'évoque, c'est le recrutement et les valeurs, parce que tout ça, c'est vachement humain et que ton organisation, elle s'appuie sur des personnes. Et donc, il y a aussi un autre aspect, tu vois, qui est assez, que moi j'ai découvert en le faisant, c'est que ton organigramme, il dépend aussi des gens que tu as. C'est-à-dire que parfois, tu as une super personne qui est à tel poste et tu te dis, OK, bah, en fait, en prenant avec les forces que j'ai et les gens que j'ai, comment je fais le meilleur truc adapté à mon business. Donc, il y a un aspect qui est un peu technique, mais il y a beaucoup d'aspects qui est humain parce que tu dois t'appuyer à la fois sur ce que tu veux faire, mais aussi sur les gens que tu as. Et tu as des gens qui peuvent avoir plus d'appétence pour un sujet, plus d'entente avec telle ou telle personne. En fait, un organigramme, ce qui est passionnant, c'est que tu joues avec tous les aspects de l'entreprise, à la fois avec ton ambition, avec les affinités des uns et des autres, tout ça. Vous avez cette particularité de bosser à la fois avec du SMB, donc des petites boîtes, et du grand compte. Ouais. Et en plus de ça, aujourd'hui, on rajoute votre stratégie d'expansion qui vous internationalise, ainsi de suite.
Est-ce que vous avez playbookisé le processus par lequel vous allez conquérir un nouveau marché, ouvrir une nouvelle BU? Alors, ça s'est fait assez différemment sur les trois grandes dimensions. Tu as une dimension géographique, tu as une dimension segment de marché, une dimension produit. Donc, à chaque fois, c'est des playbooks ou des manières de faire qui sont assez différentes. Sur la partie produit, bah, en fait, c'est vachement imbriqué. Donc, on a une manière de faire des upsells et de vendre des produits, etc., qui est assez bien foutu. Quelqu'un chez nous, Sébastien, qui drive ça avec les équipes PMM et qui lance les produits. Donc, ça a été, c'est quelque chose sur lequel on a énormément de progrès à faire, mais qu'on a un peu structuré. Pour l'expansion internationale, on a fait plein d'erreurs et je pense que chaque manière de faire à l'international dépend de ton produit et de ta stratégie. Donc, je pense pas qu'on puisse le faire un playbook pour n'importe quelle boîte parce que ça va dépendre énormément de ta typologie de client et de ton produit. Nous, notre produit est facilement internationalisable. On peut être présent dans n'importe quelle boîte où il y a du Google Maps, du Facebook et du Apple Plan, quoi. Et du WhatsApp, pardon, dans n'importe quel pays. Et il y a beaucoup de pays qui ont ces plateformes. Donc, c'est assez facile d'ouvrir un pays parce que notre produit a peu de localisation, c'est-à-dire il n'y a pas besoin de le transformer trop. Mais dans les Vincent Poirier, qui est le directeur commercial de Partout, il fait beaucoup de présentations sur comment on a fait les choses. Et donc, il a un peu mis des frameworks sur ça. Soit tu fais tout depuis Paris, donc c'est ce qu'on a fait aujourd'hui en partie, et tu vas dans les différents pays et tu ouvres les pays depuis Paris. Tu as un deuxième truc qui est les hubs, c'est ce qu'on a fait avec le hub de Barcelone, puisqu'on a une trentaine de personnes à Barcelone, où on gère l'Italie, l'Espagne et le Portugal, et potentiellement on créera un jour un hub à Mexico ou aux États-Unis pour gérer le hub d'Amérique latine et Amérique du Nord. Et tu as le troisième truc qui est de créer des country managers dans les pays et d'être à Milan, à Barcelone et à Mexico et à Sao Paulo. Nous, on a commencé l'expansion de Partout en se disant on va faire une stratégie country par country. Donc, on a envoyé quelqu'un à Barcelone et on a voulu envoyer quelqu'un à Milan. C'était en 2018. Sauf qu'en fait, les gens, ils nous ont dit, les Italiens, ils nous ont dit en fait, on va pas lancer une personne dans chaque truc. Donc, on va commencer à Barcelone. Et là, on a fait grossir le bureau de Barcelone. Et quand on a proposé aux Italiens de partir en Italie et de créer le bureau de Milan, ils nous ont dit déjà que c'est dur à 10 de créer une culture et un dynamisme de bureau. On n'a pas envie de séparer les forces et donc on a maintenu cette notion de hub. Quand ensuite, en 2022, on a ouvert l'Amérique latine et notamment Brésil, Mexique et aussi l'Inde et le Moyen-Orient, on a ouvert des bureaux à Mumbai avec une personne, on a ouvert des bureaux à Sao Paulo avec une personne, à Mexico. Et ça n'a pas du tout marché parce que une grosse partie de la manière dont on vend, elle repose sur l'expertise et que c'était trop loin de cette expertise. Et on a fait une stratégie où on a ouvert le pays de deux manières, c'est-à-dire qu'on a recruté des Mexicains à Paris et on a recruté des Mexicains à Mexico. Et chacun essayait de vendre. Et il se trouve que ça a beaucoup mieux marché depuis notre hub parisien parce qu'il y avait cette proximité avec tout le monde. Donc finalement, on a arrêté d'avoir des gens qui étaient basés dans les bureaux à Sao Paulo et à Mexico pour tout faire depuis Paris. Avec donc ici à Paris, on doit avoir une quinzaine de personnes sur le marché Amérique latine en comptant les customer success, les customer support et le marketing, etc. Et ça fonctionne très bien, mais ça fonctionne très bien aussi parce qu'il y a eu le Covid et que les manières d'acheter des produits ont changé. C'est-à-dire que je pense qu'en 2020, ou plutôt 2018, acheter une solution logicielle à 60 000 € sans jamais avoir vu la personne en vrai, c'était moins pensable, surtout à quelqu'un qui est à des centaines de milliers de kilomètres. Aujourd'hui, nous, on arrive à signer des contrats de plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire centaines, depuis Paris, sans avoir rencontré le client. Et on se déplace quand même quand il faut, quoi. Mais ouais, donc tu as plein de réflexions autour de l'international sur comment tu fais ta stratégie. Et puis, il y a un moment où là, on se pose la question, est-ce qu'on devra ouvrir un hub pour l'Amérique latine? Parce que tu as quand même énormément de décalage horaire. Les clients, ils nous disent, en fait, vous êtes un peu loin en termes de... Enfin, même les fuseaux horaires, ça ne nous arrange pas forcément et nous, on ne peut pas faire travailler les gens la nuit. Donc, tu as aussi des contraintes. Mais par contre, je pense qu'un des trucs qu'on a retenu, c'est que tes clients dans un pays doivent croire que tu es de ce pays. Genre, les gens en Amérique latine doivent penser que Partout est une boîte d'Amérique latine. Et donc, tout doit être très clair. Tes présentations, elles doivent être avec des clients qui sont de là-bas. Tu vois, tu peux pas avoir des slides un peu en français ou ce genre de choses. Ce qui arrive encore chez Partout. Mais tu as un vrai enjeu de pas passer pour une boîte française. Si tu veux vendre en Espagne ou en Italie, c'est difficile si tu es vraiment identifié uniquement comme une boîte française. En tout cas, nous, on n'y croit pas trop. Et tu peux pas vendre en anglais non plus. Donc, tu es obligé d'avoir des natifs. Voilà, j'ai pris plein de sujets très rapidement parce qu'il nous manquait. On manquait un tout petit peu de temps, mais au moins, ça donne quelques... Ça nous fait une ouverture toute trouvée pour un prochain épisode, si ça te chauffe. Yes. Pour parler en détail de cette partie-là, parce que c'est dire si on a effectivement à développer. Avant de rendre l'antenne, ce qui ne se dit plus du tout, très succinctement, là, en 30 secondes, et je te prends un peu de cours, ce serait quoi les 3 conseils que tu aimerais donner aux entrepreneurs qui nous écoutent, / au Thibaut d'il y a quelques années? Ok. Alors déjà, moi, j'ai jamais monté de boîte. J'ai rejoint une boîte qui existait déjà. Mais de ce que je vois et de la discussion que j'ai eue avec Thibaut, je pense que le premier truc qui est important, c'est de choisir un secteur qui nous fait kiffer et dans lequel on croit un peu parce que on se pense souvent qu'on part pour monter une boîte et que ça va durer 2-3 ans, alors que la réalité, ça va durer potentiellement, si ça marche, 10-15 ans et le temps file assez vite. Et je pense que tous les mecs qui ont monté Alan, Data Eco,
Payfit, etc. Et quand ils ont lancé la boîte, ils pensaient pas qu'ils resteraient aussi longtemps. Même Content Square, le mec a dit je vais faire potentiellement toute ma vie dans cette boîte. Et donc quand on se lance, on n'a pas conscience que peut-être, si on a de la chance, ça va durer très longtemps. Donc le premier truc, c'est choisir bien ses associés et sa boîte. Donc c'est un peu classique, mais juste penser le truc un peu long terme. Le deuxième conseil que je donnerais, et c'est moins un parti pris, c'est que je pense que c'est beaucoup plus facile de faire une boîte aujourd'hui en B2B qu'en B2C si on cherche à avoir une grosse boîte. Si on cherche à avoir une plus petite boîte, c'est plus le B2C marche bien et en fait je trouve que le B2C a plus de risques. Moi je connais très peu le milieu du B2C, mais tu vois quand j'y réfléchis, je vois pas beaucoup de boîtes B2C qui se sont vendues à 100 millions ou si on cherche à regarder ce KPI qui est pas forcément le meilleur, mais c'est dur de faire une grosse boîte en B2C et pourtant c'est la première chose que les gens font parce que quand tu sors d'école ou que tu es jeune entrepreneur, tu te dis je veux me lancer dans un truc que je connais et moi j'ai fait ça, j'ai monté une agence de voyage et ça a été très dur parce qu'en fait c'est dur de faire du chiffre des chiffres importants en vendant des petits montants, même si à côté tu peux faire un truc énorme si tu fais un réseau social ou ce genre de choses, hein. Je dis pas que mais le B2B est quand même quelque chose de plus facile je trouve à scaler et le dernier point c'est de ne pas choisir toujours des sujets sexy. Parfois les sujets les moins sexy sont les sujets avec le plus de potentiel et ça, je pense le nombre d'entrepreneurs qui se lancent dans des sujets de restauration, de trucs de seconde main ou ce genre de choses est énorme, alors que des gens qui vont se prendre des sujets dans le bâtiment ou même des trucs très techniques dans des secteurs qui sont vraiment moins digitalisés et qui sont moins connus par nous, c'est parfois là où il y a des plus belles opportunités et il y a moins de concurrence et il y a plein de choses à faire. Donc ouais, ce serait les 3 conseils, c'est bien choisir pour le long terme, pas forcément faire du B2C mais plutôt du B2B si on veut faire un truc avec beaucoup plus de chances de réussir et pas choisir les secteurs les plus sexy, mais les secteurs aussi qui ont un besoin d'être transformés. Do the boring work. Et j'ai l'habitude de poser en ultime question les 3 livres que l'interlocuteur nous recommanderait. Mais là, je vais tout simplement recommander à titre perso de lire les 2 livres, tes livres, donc Start to Scale et Start Up and Down, qui se nourrissent tous les 2. Il y a beaucoup de livres dedans, ouais. Voilà. Déjà, la bibliographie est très extensive, donc tu sauras exactement toi. Il y a beaucoup de citations d'autres livres aussi, c'est ça. Ouais, complètement. Et vraiment, c'est deux faces d'une même pièce. Parce que la crise est consubstantielle en tant qu'état permanent de la croissance et sera proportionnelle à la magnitude de la croissance et à la vélocité de la boîte. Donc en fait, c'est fondamental de lire ces 2 livres-là. Et encore une fois, ouais, je le dis, c'est 2 lectures extrêmement enrichissantes et qui font partie de mes top lectures, honnêtement. Bon, c'est hyper sympa. J'espère que les gens trouveront ça aussi. Merci. Les liens sont en description en tout cas. Merci beaucoup Thibaut. Avec plaisir pour te accueillir de nouveau sur la chaîne à l'occasion. Je sais que je t'ai mis en retard et on se retrouve très vite en tout cas pour un prochain épisode comme d'habitude. Salut à tous.